Bonjour à toutes et à tous et merci à l'ensemble des membres du jury ici présents d'avoir bien voulu évaluer ce travail. Je vais donc vous présenter aujourd'hui un résumé des travaux effectués dans le cadre de cette thèse qui regroupe des études expérimentales concernant la modélisation de l'intégration multisensorielle pour le contrôle de la posture. Et ces travaux s'intéressent en particulier au lien de cette intégration sensorielle avec les cinétoses. Cette thèse a été cofinancée par l'Agence de l'innovation pour la défense, qui dépend de la Direction générale pour l'armement, et par l'Université Grenoble-Alpes. Et elle a en outre été supervisée par Michel Guéraz et Raphaël Laboissière. Dans un premier temps, je vais faire un rapide rappel concernant les cinétoses et les différents courants théoriques qui tentent de décrire leur émergence. Les cinétoses sont un ensemble de symptômes qui sont provoqués par la perception de mouvements, qu'ils soient réels ou apparents, et bien que connus et investigués au moins depuis la Grèce antique et des premières grandes aventures navales sous la forme notamment du mal de mer, ce fut Irwin qui le premier proposa le terme de motion sickness et donc de cinétose au sens général, en admettant que ces symptômes ne sont pas réservés au seul transport maritime, mais à toute situation de mouvement passif, réel ou simulé. Dans le monde moderne, ces situations peuvent notamment apparaître lors de transports en voiture, en avion, dans les fêtes foraines ou les parcs d'attractions, ainsi que plus récemment dans les situations de mouvement simulés, comme en réalité virtuelle. Les cinétoses sont polysymptomatiques et parmi ces nombreux symptômes, on peut voir apparaître des pâleurs, de l'hypersudation, des maux de tête et d'estomac, ou encore de la somnolence, des nausées, voire même des vomissements. Bien que les symptômes soient rarement mortels, la part de la population qui en souffre relativement fréquemment en fait un réel enjeu de santé publique. D'autant plus que le développement récent de nouveaux modes de transport passifs tels que les voitures autonomes ou des nouvelles technologies de simulation comme la réalité virtuelle, risque de rendre l'apparition de ces symptômes plus commune encore. Ainsi, afin de réduire au mieux l'apparition de ces symptômes dans ces nouvelles situations et de concevoir ces systèmes du futur, il est déterminant de comprendre précisément les mécanismes en jeu dans l'émergence des cinétoses. L'un des tournants les plus notables concernant la compréhension de ces mécanismes est issu de James qui remarqua à la fin du XIXe siècle que les individus sans système vestibulaire fonctionnel n'étaient pas sensibles aux cinétoses. Cette remarque, elle donna lieu à l'émergence de tout un courant théorique, les théories de la surstimulation vestibulaire, et ces théories, comme leur nom l'indique, postulent que les cinétoses sont issues de situations où le système vestibulaire serait trop stimulé, qui donnerait lieu à l'apparition de symptômes. Ces théories, elles se heurtent cependant rapidement à la limite qu'il existe de nombreuses situations de cinétose dans lesquelles une telle surstimulation vestibulaire n'a pas lieu, notamment les situations de simulation de mouvement, comme en réalité virtuelle par exemple. D'autres théories ont d'ailleurs été développées pour combler ce manque, et celles-ci, elles étaient plus seulement focalisées sur le système vestibulaire, mais plutôt sur l'intégration des informations vestibulaires avec d'autres modalités sensorielles. On appelle ces théories les théories des conflits sensoriels. La première et la plus élémentaire de ces théories, ça sera probablement la théorie de Claremont, et ses prémices sont relativement simples. On perçoit le monde et ses mouvements au travers de différentes modalités sensorielles, vestibulaires et visuelles par exemple, et une information vestibulaire A serait acquise et comparée à une information visuelle B acquise au même moment. Dans le cas d'incohérence entre celles-ci, un signal de conflit serait créé, et c'est ce signal de conflit qui donnerait lieu à l'émergence des cinétoses. Cette théorie, elle est cependant limitée par le fait qu'elle ne couvre uniquement que les situations de conflit entre chaque sens, quand bien même il est connu que les cinétoses peuvent apparaître même en l'absence de tels conflits. Pour couvrir ces situations, Reason a proposé dans les années 70 une amélioration de cette première théorie des conflits, c'est ce qu'on appelle la théorie du neural mismatch. Les prémices sont ici identiques, les informations sensorielles de mouvement, visuelles et vestibulaires par exemple, sont acquises, mais sont cette fois-ci directement intégrées en un pattern multimodal d'informations, ici AB par exemple. C'est ce pattern qui va donner lieu à une comparaison, cette fois-ci avec une base de données de tous les patterns multimodaux précédemment vécus, ce qu'il appelle le stock neural, et si aucune correspondance n'est trouvée entre le pattern acquis et le contenu de ce stock neural, et bien ici aussi, un signal de conflit sera généré, donnant lieu à l'émergence des cinétoses. Ce modèle aussi comprend cependant plusieurs limites. La plus notable est peut-être que c'est un modèle uniquement qualitatif. Il est impossible ici de quantifier la quantité d'informations discordantes nécessaires à un conflit, par exemple,
Et en outre, les éléments clés de ce modèle, comme ce fameux stock neural, sont ici définis uniquement intuitivement. Cette notion, elle reste particulièrement floue, et on ne sait pas vraiment quelles sont ses bases neurophysiologiques ou son mode de fonctionnement précis. Dans le but de pallier à ces défauts, d'autres paradigmes théoriques concernant les cinétoses et leur origine se sont développés en parallèle, et l'une de ces théories alternatives les plus considérées dans la littérature est probablement la théorie de l'instabilité posturale. Cette théorie, initialement proposée par Riccio et Stoffregen en 91, se veut plus écologique que la précédente. L'idée est ici de proposer une théorie la plus sobre possible, en se libérant au plus de tout construit hypothétique tel que le stock neural. Elle se concentre sur le lien entre perception et action, et pour cela, ses auteurs partent de deux constats simples. Le premier de ces constats est celui que pour maintenir notre stabilité, on oscille. Ces oscillations posturales naturelles ont lieu dans une bande de fréquence particulière, selon ces auteurs entre 0,08 et 0,4 Hz plus précisément. Ces oscillations, elles sont largement connues dans la littérature, et elles sont les traces du combat constant de notre corps face à la gravité qui menace en chaque instant de nous faire tomber. Donc ça, c'est le premier constat. Le second constat simple duquel ces auteurs partent, c'est que tous les types de mouvements de l'environnement ne sont pas égaux quant à leur capacité à générer des cinétoses. Il est par exemple assez peu courant d'être affligé de cinétose lors d'une balade en cheval, alors que c'est bien plus courant lors d'une balade en chameau. Il se trouve que, contrairement au cheval dont les fréquences d'oscillation sont plus hautes, le chameau a une fréquence de mouvement qui se trouve dans une bande de fréquences comprise elle aussi entre 0,08 et 0,4 Hz, tout comme nos oscillations naturelles. En d'autres mots, les situations de cinétose se caractériseraient par des fréquences d'oscillation de l'environnement précises, elles aussi dans les mêmes bandes de fréquences que les oscillations posturales naturelles. Ces auteurs ils supposent alors que lors de la soumission à de tels mouvements dans l'environnement, une interférence se mettrait en place avec nos oscillations naturelles et viendrait causer une instabilité posturale, et ça serait cette instabilité posturale qui serait à l'origine des cinétoses. En résumé, ces deux théories elles partent du constat d'un lien avec la stimulation sensorielle de mouvement. Dans le cadre de la théorie des conflits, cette stimulation elle donnerait donc lieu à des conflits sensoriels ou un neural mismatch qui serait la cause des cinétoses. Dans le cadre de la théorie de l'instabilité posturale, ces stimulations sensorielles interféreraient avec les oscillations posturales, donnant lieu à une instabilité posturale qui serait, elle, à l'origine des cinétoses. Le sujet de cette thèse n'est pas d'opposer ces modèles, mais de proposer une étape supplémentaire qui peut être considérée et intégrée dans chacun de ces deux courants théoriques et pourrait même les concilier. Cette étape, c'est celle du contrôle postural, et c'est d'ailleurs un facteur qui est souvent évoqué dans la littérature de ces deux théories. Comme je l'ai expliqué précédemment, le contrôle postural, c'est cette capacité qui nous permet de maintenir une posture stable et de lutter contre la gravité. Bien entendu, les capacités de contrôle postural sont évidemment largement impliquées dans l'apparition de l'instabilité posturale, puisque celle-ci résulte justement d'une interférence entre les oscillations issues du contrôle postural d'un individu et celles issues des mouvements de l'environnement. En outre, le contrôle postural peut aussi être lié au neural mismatch, le phénomène d'habituation par exemple, qui se traduit par une baisse progressive de l'émergence des symptômes au fil des expositions aux situations de transport, est aussi connu pour donner lieu à des modifications du contrôle postural. Ce qui est intéressant, c'est qu'un tel phénomène d'habituation, il est assez facile à caractériser dans le cadre du modèle du neural mismatch, parce qu'il pourrait constituer ici le simple ajout de nouveaux patterns dans le stock neural au fil des expositions, rendant bien plus facile de trouver une correspondance entre un pattern sensoriel perçu à un temps T et le contenu de ce stock neural. Enfin, plusieurs études récentes ont pu montrer que les caractéristiques du contrôle postural, même en l'absence de tout mouvement perturbateur, sont corrélées à l'historique de susceptibilité aux cinétoses. Ces éléments suggèrent donc que la dynamique posturale d'un individu pourrait refléter sa susceptibilité aux cinétoses. Cependant, pour s'adapter aux variations environnementales, le contrôle postural doit être dynamiquement modifié. Dans le contexte de notre hypothèse de différence de dynamique posturale liée à la susceptibilité aux cinétoses, on peut suggérer que ce sont ces capacités d'adaptation aux changements environnementaux qui seraient prédicteurs des cinétoses. En tant que prédicteur, cette capacité elle devrait préexister à l'émergence de toute situation nauséogène. Les capacités d'adaptation, elles ont largement été décrites dans la littérature, au moins depuis les années 70, au cours desquelles Maschner proposa que pour s'adapter aux changements environnementaux,
les individus doivent moduler l'importance des informations sensorielles impliquées dans le contrôle postural, telles que les informations vestibulaires, visuelles et proprioceptiques. Selon lui, une telle adaptation passerait donc par des mécanismes de repondération sensorielle. Ainsi, si l'adaptation aux changements environnementaux est effectuée à l'aide de mécanismes de repondération sensorielle, on peut faire l'hypothèse, qui est celle de cette thèse par ailleurs, que ce sont ces capacités de repondération sensorielle qui pourraient être liées à l'émergence des cinétoses et donc en être des prédicteurs. Si on s'intéresse à cette hypothèse, il nous faut donc un outil permettant de décrire le contrôle postural en termes de capacité de repondération sensorielle, et ça, c'est justement ce que permet certains modèles du contrôle postural, et notamment le modèle de repondération sensorielle mis au point initialement par Peterka, puis repris par de nombreux auteurs tels que Maboubine et collaborateurs. Dans ce modèle, l'angle estimé entre l'axe du corps et le vecteur gravitaire est utilisé pour générer un couple correctif dans les muscles de la cheville, dans le but de ramener le corps à la verticale et donc éviter la chute. L'estimation de cet angle serait effectuée par différentes modalités sensorielles, à savoir les systèmes vestibulaires, visuels et propriosomesthésiques. C'est la phase de transduction sensorielle. Chacune de ces informations serait alors pondérée en fonction du contexte environnemental par un poids qui lui est propre. Ces pondérations vont permettre de moduler l'importance de chaque modalité dans le calcul final du couple correctif afin de pallier aux situations dans lesquelles certaines de ces modalités seraient bruitées ou rendues inutilisables. Ces informations et leurs poids respectifs seraient alors intégrés en une unique information multimodale associée à un poids unique, grand W ici, et c'est ce qu'on appelle la phase de repondération sensorielle. Puis, après un court délai, cette information pondérée va nourrir un contrôleur neural, donc ici un modèle proportionnel intégral dérivé qui est classique en robotique et qui va permettre la génération d'un couple correctif de la cheville. Du fait du bruit inhérent à chacun de ces systèmes, chaque correction sera imparfaite. De ça va résulter un caractère oscillatoire du système, et cette caractéristique, elle est ici implémentée par un simple modèle de pendule inversé, avec un seul degré de liberté, l'angle de la cheville. Ainsi, à l'aide de ce modèle, il est possible de prédire le spectre des oscillations posturales associées à différentes dynamiques d'organisation, et donc de repondération sensorielle. Plus précisément, en cas de situation clémente, c'est-à-dire quand toutes les modalités sensorielles sont disponibles, peu bruitées et que la posture est imperturbée, ce modèle prédit que la valeur grand W de poids général serait égale à 1 et que le spectre des oscillations ainsi générées, ici en rouge, serait relativement plat, sans pic fréquentiel particulier. Lors d'une altération des informations visuelles, par exemple, imaginons un individu qui ferme les yeux, cette modalité visuelle va être effacée et la valeur de poids qui lui est associée ne participera donc plus à la valeur de poids générale grand W. Dans un tel cas, la somme des poids restants, le poids vestibulaire WG et le poids proprioceptif WP, ne sera plus égal à 1, mais il sera inférieur. Pour une telle situation, le modèle prédit un spectre des oscillations avec un pic d'énergie présent dans les plus basses fréquences, aux alentours de 0,1 Hz. C'est la courbe qu'on peut voir en bleu ici. Si l'individu s'adapte à cette perte soudaine d'informations visuelles, il devrait donc naturellement augmenter les poids vestibulaires et ou propriosomesthésiques pour pallier à cette perte. Cette augmentation assurera que la valeur de poids générale soit à nouveau égale à 1, donnant lieu à nouveau un spectre des oscillations relativement plat et donc à la courbe rouge à nouveau. Dans le cas où l'information visuelle elle est subitement récupérée et que son poids participe à nouveau au poids général, si les poids vestibulaires et propriosomesthésiques ne sont pas rapidement baissés à nouveau, la somme totale des pondérations sera cette fois-ci supérieure à 1. Dans un tel cas, le modèle prédit que le spectre des oscillations posturales qui en résultera aura des pics dans les plus hautes fréquences du spectre, aux alentours de 1 Hz. C'est ce qu'on peut voir avec les courbes roses et noires ici notamment. Cependant, à un moment ou l'autre, l'individu va probablement baisser à nouveau le poids des modalités vestibulaires et propriosomesthésiques pour leur faire retrouver leur état initial. De cette façon, son poids général se rapprochera à nouveau de 1 et son spectre sera à nouveau stable, probablement plus proche de la courbe rouge à nouveau. Ainsi, ce modèle nous est très utile puisqu'il permet d'inférer les dynamiques de repondération sensorielle d'un individu par l'étude des changements au cours du temps du spectre de ces oscillations posturales. Ce modèle nous permettra ainsi de tester l'hypothèse principale de cette thèse,
remarqué que les capacités individuelles de repondération sensorielle seraient liées à l'émergence des cinétoses. Plus spécifiquement, nous nous attendons à ce que le plus un individu est susceptible aux cinétoses, plus ses capacités de repondération seraient altérées. Afin d'explorer et de quantifier ces mécanismes, on a mené 3 études expérimentales dans cette thèse, et la première de ces études a fait appel à 43 participants qui ont été placés sur une plateforme posturographique. Cette plateforme posturographique, elle nous permet d'observer en temps réel les variations de centre de pression des participants, le centre de pression étant la projection du centre de masse via la verticale gravitaire. Ces variations antéro-postérieures nous permettent donc d'obtenir un proxy fiable des oscillations posturales. La particularité de cette plateforme posturographique, c'est qu'elle était motorisée et permettait donc d'imposer des oscillations rythmées, dans notre cas dans l'axe antéro-postérieur, afin de venir perturber la posture des participants. Comme dans l'ensemble de cette thèse, cette première étude se caractérise par des essais de 3 minutes sur la plateforme, qui pouvaient avoir lieu ici les yeux fermés ou bien les yeux ouverts. Chacun de ces essais de 3 minutes peut être divisé en 3 phases de 60 secondes chacune, et dans cette expérience, la première et la dernière minute étaient réalisées avec la plateforme horizontale et statique, afin d'acquérir les oscillations de référence de nos participants, ainsi que leur retour à cette référence suite à la perturbation posturale, et cette perturbation posturale avait donc lieu lors de la seconde minute, et se caractérisait par des oscillations sinusoïdales de la plateforme dans l'axe antéro-postérieur qui pouvaient avoir lieu à une fréquence de 0,1, 0,2 ou encore 0,4 Hz. Les variations antéro-postérieures du centre de pression des participants tout au long de chaque essai étaient alors analysées au moyen de densités spectrales de puissance calculées sur une fenêtre de 10 secondes glissant le long du signal par pas de 10 millisecondes. Ainsi, chaque essai de 3 minutes était caractérisé par une séquence de 17 000 de ces densités spectrales de puissance, et bien entendu, le modèle de repondération sensorielle ne tient pas compte des contraintes et des bruits de la réalité du monde. Et le spectre réel des oscillations posturales qu'il tente de prédire n'est évidemment pas exclusivement déterminé par les mécanismes de repondération sensorielle. Donc, dans le but d'extraire les éléments qui varient le plus lors des changements de conditions sensorielles, on a utilisé une analyse en composantes principales sur cette séquence de densité spectrale propre à chaque essai, et la première composante, la PC1, dans nos données, elle expliquait en moyenne 90% des variations du signal chez nos participants. C'est pourquoi on a utilisé uniquement cette première composante lors des analyses. Dans le but d'analyser les différences d'oscillation posturale entre nos participants, on s'est concentré sur 2 types d'indices. D'un côté, on a analysé les composantes spectrales de cette composante principale, de cette PC1, c'est ce qu'on appelle les eigenvecteurs ici, et ceux-ci rendent compte en fait des variations du spectre entre la phase de perturbation d'une part et les phases initiales et finales d'autre part. Puis on a aussi, dans un second temps, analysé les composantes temporelles de la variation de cette composante principale, la PC1, et c'est-à-dire comment cette PC1 en fait varie au cours des phases de l'essai. C'est ce qu'on appelle le score ici. Dans le but de lier ces paramètres posturographiques avec la susceptibilité aux cinétoses, on a utilisé le MSSQ Short de Golding, qui est un questionnaire d'historique de susceptibilité aux cinétoses auto-rapporté, qui consiste en la notation de la fréquence à laquelle les participants ont éprouvé des cinétoses dans différentes situations de transport usuelles au cours des 10 dernières années. Il est par ailleurs ce questionnaire largement utilisé dans la littérature des cinétoses. Dans un premier temps, on va donc s'intéresser aux résultats de la composante temporelle du signal. Si on regarde le décours temporel moyen de la PC1, la composante principale, on peut remarquer qu'il n'y a pas de différence entre les conditions yeux fermés et yeux ouverts lors de la phase initiale et de la phase de perturbation. Cependant, on remarque déjà ici que les participants semblent en moyenne plus rapides à revenir à leurs oscillations posturales initiales suite à la perturbation lorsqu'ils ont les yeux ouverts, ici en rouge, plutôt que les yeux fermés en bleu. Bien entendu, on s'intéresse, nous, aux différences liées à la susceptibilité aux cinétoses. Ainsi, en modélisant les variations d'un score rendant compte de ce temps de retour suite à la fin de la perturbation, en fonction de la susceptibilité aux cinétoses, on remarque que s'il n'y a pas d'effet significatif les yeux ouverts, donc la courbe rouge ici, il y a bel et bien un effet significatif de la susceptibilité aux cinétoses sur le temps de retard ou de retour,
les yeux fermés, donc la courbe bleue ici. En effet, si on regarde l'exemple d'un participant susceptible aux cinétoses ici, on remarque que celui-ci est plutôt rapide pour revenir à ses oscillations de référence suite à la perturbation, et il ne semble d'ailleurs pas avoir de différence particulière entre la cinématique de son retour les yeux ouverts par rapport aux yeux fermés. Cependant, si on prend cette fois-ci l'exemple d'un participant peu susceptible aux cinétoses, celui-ci est bien plus long à revenir à ses oscillations initiales dans les conditions yeux fermés par rapport aux conditions yeux ouverts. Cette latence pouvant parfois atteindre plus de 25 secondes selon les participants. Ce résultat, il peut paraître surprenant puisqu'il semble aller à l'encontre de nos hypothèses. En effet, ça semble indiquer que plus les participants sont susceptibles aux cinétoses, plus ils ont tendance à retourner rapidement à leur spectre des oscillations initiales. Donc les participants les plus susceptibles auraient donc de meilleures capacités de réadaptation suite à la perturbation. Avant de trancher et de tirer des conclusions, ceci dit, il nous reste cependant à analyser les composantes spectrales de la composante principale dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour rappel, c'est l'analyse des eigenvecteurs que j'avais évoqué précédemment. Si on regarde la moyenne des eigenvecteurs de la composante principale chez l'ensemble des participants dans un premier temps, on remarque que ce spectre il est loin d'être plat. On remarque en effet un pic net dans les hautes fréquences aux alentours de 1,2 Hz, qui est caractéristique à la lumière du modèle de repondération sensorielle d'une situation, je le rappelle, de surpondération sensorielle. En regardant plus spécifiquement des exemples d'eigenvecteurs pour des participants peu susceptibles et susceptibles aux cinétoses, on remarque que le moins susceptible, ici à gauche, semble avoir des pics de fréquence qui sont à peu près analogues entre les conditions yeux ouverts en rouge et yeux fermés en bleu, ces pics de fréquence étant au même niveau, peu importe la condition. En comparaison, le participant susceptible aux cinétoses à droite semble avoir des pics plus basses fréquences les yeux fermés, en bleu ici, que les yeux ouverts en rouge. Dans le but de tester cet effet, on a utilisé une balance spectrale. Donc ça consiste à faire le rapport entre l'énergie présente dans les hautes fréquences du spectre, la bande bleue plus foncée ici, par rapport à l'énergie présente dans les plus basses fréquences du spectre, la bande en bleu clair. En faisant ce rapport, on obtient donc un score qui, s'il est inférieur à 1, indique qu'il y a plus de basses fréquences dans ce spectre que de hautes fréquences, et s'il est supérieur à 1, indique qu'il y a plus de hautes fréquences que de basses fréquences dans ce spectre. Les valeurs de balance spectrale prédites par le modèle mixte sont similaires entre les conditions yeux fermés et yeux ouverts pour un participant peu susceptible aux cinétoses. Pour un participant susceptible aux cinétoses, cependant, ce modèle prédit bel et bien des pics significativement plus hautes fréquences, les yeux ouverts, et plus basses fréquences les yeux fermés. En résumé, l'analyse de l'eigenvecteur montre que les participants susceptibles aux cinétoses ont une diminution de la fréquence de leur pic spectral, les yeux fermés, comparé à la condition yeux ouverts. Ça, c'était pas le cas pour les participants peu susceptibles. Si on interprète ça au travers du modèle de Peterka, donc lors de la perturbation posturale, on peut faire l'hypothèse, qui est relativement soutenue par la littérature, que les informations propriosomesthésiques deviennent bruitées et sous-représentées. Ainsi, la seule façon de conserver un spectre inchangé, voire d'augmenter son spectre, serait d'augmenter les poids attribués à la modalité vestibulaire. Or, comme on l'a remarqué, chez les participants susceptibles, en tout cas, la balance spectrale des yeux fermés était plus basse que les yeux ouverts et que chez les participants peu susceptibles, indiquant qu'ils auraient moins augmenté ce poids vestibulaire pour faire face à la perturbation. Ainsi, ce résultat suggère que les individus susceptibles auraient des difficultés à augmenter le poids, des informations vestibulaires notamment, lors de la perturbation, les yeux fermés. Concernant les résultats des caractéristiques temporelles maintenant, comme on l'a vu précédemment, ces résultats suggèrent que les participants susceptibles sont plus rapides à retourner à leur spectre des oscillations initiales les yeux fermés que les participants peu susceptibles, et on l'a vu, une hypothèse contre-intuitive mais viable serait que les participants les plus susceptibles seraient plus rapides à revenir à leur spectre des oscillations initiales les yeux fermés et auraient donc de meilleures capacités de réadaptation, de repondération. En prenant en compte l'interprétation des résultats concernant les caractéristiques spectrales qu'on a vues juste avant, on remarque que ce résultat, au final, il n'est pas si contre-intuitif que ça. En effet, on pourrait supposer que ces participants susceptibles n'ont pas besoin de se réadapter suite à la fin de la perturbation, puisqu'ils ne s'y sont pas adaptés en premier lieu.
D'un autre côté, les participants peu susceptibles, qui se sont adaptés à la perturbation, doivent donc aussi prendre le temps de se réadapter suite à cette perturbation, expliquant leur plus grand temps de retour. En conclusion, cette étude elle nous indique qu'il y a un lien entre la dynamique des mécanismes d'adaptation au contexte sensoriel et la susceptibilité aux cinétoses. Maintenant, on fait l'hypothèse de l'implication de mécanismes de repondération sensorielle, mais peut-on vraiment le prouver? En effet, la vérité est que cette étude ne permet pas réellement de déterminer si ce sont des mécanismes de repondération qui sont en jeu. J'ai présenté tout à l'heure le modèle de Mahboubi et collaborateurs. J'ai expliqué comment il permettait de prédire en fonction des oscillations posturales d'un individu ces dynamiques de repondération sensorielle. Cependant, de tels pics fréquentiels sur le spectre des oscillations posturales peuvent aussi être issus d'autres types de mécanismes que la repondération sensorielle dans ce modèle. Par exemple, une augmentation du gain général du système pourrait donner lieu à des pics de fréquence analogues. Une telle augmentation pourrait être effectuée, par exemple, par l'augmentation de la composante proportionnelle Kp du contrôleur PID. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la compensation de charge ou du load compensation. Et ainsi, rien n'assure donc que les effets remarqués dans l'étude précédente soient bel et bien dus à des mécanismes de repondération sensorielle plutôt qu'à de tels mécanismes de compensation de charge. Certains auteurs, heureusement, se sont intéressés à la part de ces deux mécanismes dans le contrôle postural. Et Peterka lui-même, avec Luklin, a justement pu montrer que les spectres obtenus chez leurs participants dans une condition bien précise d'asservissement proprioceptif sont bel et bien caractéristiques de mécanismes de repondération sensorielle et non de compensation de charge. Ainsi, ce paradigme il était à l'origine de la seconde étude de cette thèse, dont le but était de caractériser plus spécifiquement les capacités de repondération vestibulaire et proprioceptive en fonction de la susceptibilité aux cinétoses. Le paradigme expérimental, ici, il est identique à celui de Peterka et Luglin et il est relativement proche au paradigme de la première étude de cette thèse. On utilise toujours des essais de 3 minutes, à la différence que dans cette étude, la totalité des essais est effectuée les yeux fermés. On teste donc ici uniquement les repondérations vestibulaires et proprioceptives. Enfin, lors de la seconde minute, plutôt que d'utiliser une perturbation posturale par l'imposition d'oscillations sinusoïdales, on va utiliser une phase d'asservissement proprioceptif. À l'aide d'un capteur de mouvement Polaris Spectra et de 2 marqueurs à clé sur la plateforme et sur la tête de la fibula de nos participants, on peut mesurer en temps réel l'angle de leur cheville. Lors de la phase d'asservissement, l'inverse de cet angle sera transmis à la plateforme posturographique, de telle manière que si le participant va vers l'avant, par exemple, la plateforme ira aussi en avant. De cette façon, l'angle de la cheville du participant restera constant et le participant ne pourra plus vraiment utiliser les informations proprioceptives de la cheville pour son équilibre. La seconde minute de cet essai, elle est donc caractérisée par la seule influence de la modalité vestibulaire, puisque je le rappelle, ils ont les yeux fermés. Les analyses du signal posturographique sont analogues à l'expérience précédente, du moins dans un premier temps. On calcule ici aussi de différentes densités spectrales de puissance, toujours sur une fenêtre de 10 secondes qui glisse tout au long du signal. Et dans cette étude, la séquence de ces densités spectrales de puissance donnera lieu à la construction d'un spectrogramme. L'analyse de ce spectrogramme, elle est réalisée de façon analogue à Peterka et Luglin par l'utilisation de ratios d'énergie. Ces ratios d'énergie, en fait, ils sont comparables à la balance spectrale qui a été réalisée dans l'étude précédente, à l'exception qu'ils se concentrent sur différentes fenêtres temporelles bien particulières du signal. Ainsi, si on prend l'exemple du premier ratio d'énergie calculé lors des 10 dernières secondes de la phase statique initiale, celui-ci sera calculé comme le rapport entre les hautes et les basses fréquences de cette fenêtre temporelle spécifique. Ce premier ratio d'énergie, qu'on appellera ER1, pourra être comparé à d'autres ratios calculés tout au long du signal, tels que ER2 qui caractérise les 10 premières secondes de la phase d'asservissement, ER3 qui couvre les 10 dernières secondes de cette même phase, et ER4 qui caractérise les 10 premières secondes de la phase statique finale de retour aux oscillations initiales. Je le rappelle, on s'intéresse ici particulièrement aux phases de transition sensorielle. Et afin d'accéder spécifiquement au changement de spectre entre ces différentes phases, on utilise donc la différence ER2 moins ER1 comme marqueur de l'adaptation à l'émergence de l'asservissement et la différence ER4 moins ER3 comme marqueur de la réadaptation suite à la fin de cet asservissement.
Si on regarde la corrélation entre les changements de spectre suite à l'apparition de la perturbation et la susceptibilité aux cinétoses dans un premier temps, on remarque qu'il n'y a ici aucun lien significatif. En revanche, on observe une corrélation négative significative entre le changement de spectre suite à la fin de l'asservissement, la différence ER4 moins ER3 donc, et la susceptibilité aux cinétoses. Plus spécifiquement, ce résultat suggère que plus les participants sont sensibles aux cinétoses, plus ils ont tendance à baisser leur ratio d'énergie au début de la dernière phase statique par rapport à la fin de la phase d'asservissement. Si on analyse ce résultat à la lumière du modèle de Peter-Cap, cette étude, elle se caractérise, je le rappelle, par la perte et la réintroduction des informations proprioceptives de la suite. À la suite de cette réintroduction, les participants les moins susceptibles ont tendance à augmenter leur énergie dans les hautes fréquences du spectre par rapport à la fin de la phase d'asservissement, et d'un autre côté, les participants les plus susceptibles ont tendance à conserver leur spectre, voire à avoir plus de basses fréquences lors de la réintroduction des informations proprioceptives. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces différentes stratégies de réadaptation. La première hypothèse suppose que l'ensemble des participants a augmenté le poids vestibulaire pour pallier à la perturbation. De cette façon, à l'arrêt de l'asservissement, si le poids vestibulaire n'est pas immédiatement baissé à nouveau, le poids général grand W devrait donc être supérieur à 1, puisqu'il comprend maintenant le poids vestibulaire WG qui a été augmenté et le poids proprioceptif WP. Cela donnerait lieu à un spectre des oscillations avec plus d'énergie dans les hautes fréquences, ce qui est d'ailleurs observé chez les participants peu susceptibles aux cinétoses. Dans ce contexte, l'absence de pic haute fréquence chez les participants susceptibles pourrait s'expliquer par une repondération très rapide de l'information vestibulaire, donc par une diminution du poids WG, et contrairement à notre hypothèse, ça suggérerait que les participants susceptibles aux cinétoses présentent une meilleure capacité à repondérer les informations vestibulaires en fonction du contexte environnemental. La précédente proposition ne tient pas compte cependant des différences interindividuelles dans les poids initialement accordés aux différentes modalités sensorielles, c'est-à-dire les contributions vestibulaires et proprioceptives en conditions statiques initiales. En conséquence, on pourrait imaginer qu'un poids proprioceptif initial plus faible chez les participants susceptibles aux cinétoses pourrait expliquer leur pic de fréquence spectrale plus faible. Enfin, les deux précédentes hypothèses reposent sur le fait que le poids proprioceptif ne varie pas pendant l'asservissement. Cependant, la question de savoir si les poids restent constants lorsque leur information est rendue indisponible ou bruitée reste ouverte dans la littérature, et en effet, plusieurs recherches soulignent l'importance de la repondération dynamique, entre guillemets, vers le bas, pour s'adapter à l'environnement. On peut donc faire l'hypothèse que pendant l'asservissement proprioceptif, le poids des indices proprioceptifs non pertinents puisse avoir été réduit. Par conséquent, lorsque l'asservissement cesse, le nouveau poids de l'information proprioceptive additionné au poids vestibulaire reste proche de 1, ne donnant pas lieu à une situation de surpondération et donc à un pic haute fréquence dans le spectre. L'absence de pic haute fréquence chez les participants susceptibles aux cinétoses pourrait donc correspondre à un déficit de repondération, de réaugmentation du poids de l'information proprioceptive spécifiquement lorsque celle-ci redevient disponible. Ainsi, bien qu'on ne sache pas exactement quels mécanismes sont en jeu, ces résultats suggèrent un lien entre les capacités de repondération, ou au moins les pondérations initiales, et la susceptibilité aux cinétoses. Dans l'expérience précédente, on a fait le choix de laisser de côté les informations visuelles puisque les participants gardaient les yeux fermés. Il est cependant bien connu dans la littérature des cinétoses que la disponibilité des informations visuelles est centrale dans l'émergence des symptômes dans certaines situations. Par exemple, lors de transports routiers, l'accès aux informations visuelles extérieures, donc vers l'avant surtout, est connu pour réduire les symptômes sans toutefois, bien entendu, les faire disparaître totalement. D'ailleurs, je vous rappelle que le lien qu'on avait montré lors de la première étude de cette thèse, entre l'adaptation au mouvement de la plateforme et la susceptibilité aux cinétoses, n'était présent que dans la condition yeux fermés. Afin de catégoriser la complexité des mécanismes de repondération sensorielle et en comprenant cette fois-ci la modalité visuelle, on a donc reproduit l'expérience précédente en y ajoutant la variation dynamique de la présence des informations visuelles. Ainsi, lors de la première et de la dernière minute de cette troisième étude, les yeux étaient cette fois-ci systématiquement ouverts, mais la plateforme encore une fois statique et à l'horizontale.
Lors de la seconde minute, ceci dit, 4 conditions sensorielles pouvaient avoir lieu. 2 de ces conditions étaient réalisées avec un support fixe, avec les yeux qui pouvaient être fermés ou ouverts. Donc ici, on avait une présence de l'information proprioceptive et une présence ou non de l'information visuelle. Et 2 autres conditions de cette étude étaient réalisées avec un asservissement proprioceptif, donc pas d'information proprioceptive, et ici aussi avec les yeux fermés ou ouverts, donc présence ou non des informations visuelles. L'analyse des données posturales, ici, elle était identique à l'étude précédente, avec le calcul du spectrogramme et des ratios d'énergie calculés avant et après chaque phase. Ici aussi, on a utilisé la différence entre les 2 premiers ratios d'énergie pour caractériser le changement de spectre au début de la perturbation, et la différence entre les 2 derniers ratios pour caractériser la réadaptation, suite à la fin de cette perturbation. Dans cette étude, on n'a trouvé aucune corrélation entre ces différences d'énergie, de ratio d'énergie, et donc les changements de spectre entre chaque phase, et la susceptibilité aux cinétoses. Ce résultat est d'autant plus frappant qu'on n'a pas trouvé non plus de corrélation entre la susceptibilité aux cinétoses et les transitions lors de l'utilisation de la condition 4 d'asservissement proprioceptif couplé à la fermeture des yeux, qui est analogue à peu près aux conditions de la seconde étude. Donc, je dis analogue, mais il y a une différence quand même, c'est qu'ici, les informations visuelles, elles sont réintroduites lors de la dernière minute et elles sont aussi présentes lors de la première minute. Cette différence de résultats entre ces 2 études, entre l'étude précédente et cette condition 4 de cette dernière étude, elle peut pas être imputée à une différence des caractéristiques des populations qui sont utilisées, puisque celles-ci sont statistiquement similaires sur l'ensemble des critères, tels que le poids, la taille, l'âge ou encore la susceptibilité aux cinétoses. Ainsi, la réintroduction de l'information visuelle lors de la phase de retour semble effacer à elle seule les différences d'adaptation entre les participants susceptibles et plus susceptibles aux cinétoses. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les 2 populations, qu'ils soient peu susceptibles ou susceptibles, ont profité de la modalité visuelle à la fin de l'essai. En effet, les différences de score ER4-ER3 entre l'étude précédente et cette dernière étude sont significatives. La modalité visuelle, elle aurait donc un effet modulateur sur les mécanismes de repondération propriosomesthésique et vestibulaire en lien avec la susceptibilité aux cinétoses. Alors pour résumer les résultats de cette thèse, on a donc montré dans l'étude 1, caractérisée par une perturbation posturale sinusoïdale rythmée, que les participants les plus susceptibles aux cinétoses présentent un déficit d'adaptation à la perturbation. Ça, sans qu'on ait pu trancher sur la nature exacte des mécanismes en jeu, à savoir s'il s'agissait de repondération ou de mécanismes de compensation de charge, je le rappelle. La seconde étude de cette thèse, elle faisait appel à une situation d'asservissement proprioceptif cette fois, et elle a montré que les mécanismes en jeu semblent bel et bien être des mécanismes de repondération sensorielle, et plus spécifiquement que les participants les plus susceptibles aux cinétoses auraient des différences de pondération ou de repondération des informations vestibulaires et proprioceptives spécifiquement. Enfin, la dernière étude de cette thèse a montré que ces différences de repondération sont modulées par la présence de l'information visuelle, et plus spécifiquement que la seule réintroduction de l'information visuelle après la phase d'asservissement proprioceptif suffit à effacer les effets liés à la susceptibilité aux cinétoses. En conclusion, on a montré dans cette thèse que les capacités individuelles de repondération sensorielle sont bel et bien liées à la susceptibilité aux cinétoses des participants. Pour aller plus loin, il serait notamment intéressant d'investiguer plus en détail la participation de l'information visuelle. Comme je l'ai dit précédemment, la littérature nous indique que cette modalité, elle joue un rôle important dans la susceptibilité aux cinétoses. On peut se demander si la seule présence des informations visuelles, par exemple, suffit à effacer les effets liés à la susceptibilité aux cinétoses, ou si il est nécessaire en plus que cette information visuelle soit cohérente avec les autres modalités sensorielles. Certains d'entre vous ont pu d'ailleurs remarquer l'effet que la lecture peut avoir lors d'un trajet en voiture sur l'apparition des symptômes des cinétoses. Dans une telle situation, la modalité visuelle est toujours présente, mais son incohérence avec les informations vestibulaires accélère l'apparition des symptômes. Afin de distinguer l'effet de la présence des informations visuelles d'une part de celui de leur cohérence avec les autres modalités d'autre part, on peut imaginer un paradigme reposant sur l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle
permettant la perception d'une scène visuelle et du mouvement du corps par rapport à cette scène. En outre, l'utilisation d'un tel casque nous permettrait aussi de générer des situations d'asservissement visuel dans lesquelles la scène visuelle suit les mouvements de la tête et ne donne donc plus des informations d'orientation cohérentes avec les entrées vestibulaires ou proprioceptives. Cette condition d'asservissement visuel, couplée à l'asservissement proprioceptif, permettrait ainsi une catégorisation plus fine encore des mécanismes en jeu dans les cinétoses ainsi que dans les cybercinétoses plus spécifiquement. En résumé, on a vu que les cinétoses regroupent un ensemble de symptômes variés qui peuvent arriver dans des situations de transport passif tout aussi variées. En outre, on a vu qu'elles représentent un réel enjeu de santé publique, de fait de la démultiplication ces dernières décennies des situations qui les génèrent. On a montré que la mesure des capacités individuelles de repondération sensorielle pour le contrôle postural peut permettre de prédire la susceptibilité aux cinétoses d'un individu. Et en cela, cette mesure nous permettrait d'adapter les systèmes de transport ou de simulation aux caractéristiques précises de cet individu pour prévenir l'émergence des symptômes. Si on prend par exemple la forme spécifique des cybercinétoses, c'est un exemple qui est d'autant plus intéressant puisqu'il représente aujourd'hui l'un des freins majeurs à l'adoption généralisée des systèmes de réalité virtuelle. En effet, selon les études les plus récentes, 60 à 95% des individus sont sujets aux cybercinétoses selon le type de stimulation, et ça semble représenter un enjeu de taille pour un marché qui est censé représenter 315 millions d'utilisateurs en 2025 selon les projections de certains instituts. Et donc, ces systèmes de réalité virtuelle modernes, par nature, ils sont souvent composés d'éléments de capture de mouvement intégrés qui permettent le suivi des utilisateurs dans l'espace avec 6 degrés de liberté et parfois même permettant le suivi de plusieurs segments du corps. On peut imaginer l'utilisation de ces éléments pour calculer des profils posturographiques des utilisateurs dans différents contextes sensoriels. Ces indices posturographiques pourront donner lieu, comme dans nos études, à la prédiction de la dynamique de repondération de l'individu dans un contexte donné et donc à la prédiction de sa susceptibilité aux cinétoses en temps réel. Cette prédiction, elle pourra permettre l'adaptation dynamique de variables connues pour influencer l'émergence des cybercinétoses, telles que la taille du champ de vision, la fréquence de rafraîchissement de l'écran, ou encore la latence mouvement photon. Ainsi, bien que le pouvoir prédictif du modèle de repondération sensorielle de Peterka et collaborateurs seul puisse être limité, d'autres mesures telles que l'oculométrie ou encore la mesure des accélérations de la tête pourraient aussi constituer des prédicteurs au moins partiels des cybercinétoses. Et ainsi, c'est probablement dans la fusion de ces différentes modalités de prédiction que reposeront les applications prédictives et préventives les plus efficaces. À ce titre, il sera déterminant de développer des modèles transversaux et plus abstraits encore des cinétoses, permettant l'intégration de ces différentes modalités prédictives. Si le modèle de Peterka et collaborateurs ne permet pas la prise en compte de telles modalités, à la lumière de la littérature la plus récente, le mécanisme de repondération sensorielle semble demeurer un mécanisme de premier choix, ceci dit, pour la modélisation des dynamiques organisant ces différents prédicteurs. Merci.